Bonsoir à tous, bienvenue dans la dernière grande édition du journal à la une de l'actualité. Lancement de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption par le vice-président de la République Tiemoko Meïlie Koné. Ce programme ambitionne favoriser l'émergence d'un Ivoirien nouveau. La cérémonie a eu lieu ce jeudi dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro. Un autre événement, le Salon de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire a ouvert ses portes au Sofitel Hôtel d'Ivoire à Abidjan. La première édition lancée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. 22 pays de la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique ont répondu présents à l'invitation. Ce rendez-vous d'envergure internationale s'inscrit dans une dynamique de transformation durable du secteur halieutique africain. Et puis cette rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et les fondateurs d'établissements scolaires privés à la direction des examens et concours d'ECO ce mercredi à Abidjan. De bonnes nouvelles en sont ressorties pour les propriétaires d'établissements. L'intégralité des frais d'écolage pour l'année 2023-2024 est en cours de paiement et les fonds pour l'année prochaine sont en traitement. Mariatou Koné a aussi insisté sur la nécessité pour les établissements privés de se conformer aux mesures préventives contre les tentatives de fraude. Voilà pour le prologue. Vous faites bien de vous informer sur RTI 1. Le vice-président de la République était ce jeudi dans la capitale politique ivoirienne. Tiemoko Meïlie Koné a procédé au lancement de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption. Ce programme veut favoriser l'émergence d'un Ivoirien nouveau, épargner la lutte contre la corruption et la promotion de l'intégrité. Alexis Ouedraogo. L'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption ouvre ses portes en Côte d'Ivoire. Ce jeudi, en présence du vice-président de la République, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro s'est faite temple de l'intégrité. Yamoussoukro est une cité qui regorge d'écoles d'excellence et de référence. C'est dans ce sens que la création de l'Académie de la bonne gouvernance et de leadership anticorruption à Yamoussoukro vient encore consolider l'excellence que prône notre belle cité. Promouvoir l'intégrité, lutter contre la corruption qui plombe les efforts de développement, le projet va apporter de nombreuses améliorations dans plusieurs secteurs. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a choisi le meilleur instrument qu'est l'éducation-formation. En effet, c'est dans l'esprit que naît le mal dont la corruption fait partie. C'est donc dans l'esprit qu'il faut le combattre. Dès lors, cette académie vient à point nommé pour la transformation et le changement de mentalité. 200 auditeurs issus des secteurs publics et privés de l'espace CEDEAO composent cette première cohorte. L'Académie se veut hub de la sous-région en matière de lutte contre la corruption. Depuis son accession à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara a su mettre en œuvre des réformes novatrices tant sur le plan juridique qu'institutionnel, en créant des structures spécifiquement dédiées à la lutte contre la corruption. Les pays du monde entier sont confrontés à des défis significatifs liés à la corruption qui entravent la croissance économique, sapent la confiance des citoyens dans les institutions et compromettent les efforts de développement. Ensemble, faisons de cette académie un véritable phare, un phare de bonne gouvernance, un phare pour la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine et au-delà. Pour Tiemoko Meïlie Koné, cet outil vient renforcer le cadre institutionnel existant, un levier stratégique qui va contribuer à l'émergence d'un Ivoirien nouveau, conformément à la vision du chef de l'État. Au-delà des indicateurs statistiques, l'enjeu fondamental reste l'amélioration continue de la réalité vécue au quotidien par les populations. Il s'agit de construire une société où chaque individu bénéficie d'un traitement équitable dans l'accès aux services publics et peut compter sur un système judiciaire intègre et impartial. Cela implique que la lutte contre la corruption ne se limite pas à la répression.
Elle doit aussi s'appuyer sur la formation d'hommes et de femmes responsables, capables de résister aux compromissions et de choisir la voie de l'intégrité. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption est une bataille bien engagée et irréversible. La Côte d'Ivoire a choisi la voie d'une gouvernance éthique, fondée sur la transparence, et entend maintenir ce cap avec détermination. Le vice-président de la République a invité l'Académie à rendre disponibles ses travaux en vue d'un impact sur un plus grand nombre, signalant la signature du programme Côte d'Ivoire Transparence entre le pays et les institutions de lutte contre la corruption. On reste à Yamoussoukro pour tenter de trouver réponse à cette question. La corruption peut-elle être éradiquée en Côte d'Ivoire? L'interrogation a donné le top départ du panel de haut niveau qui s'est tenu en marge du lancement officiel de l'Académie de la bonne gouvernance et de la lutte anticorruption. C'était ce jeudi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Élément de réponse dans ce compte-rendu signé Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire peut-elle remporter sa lutte contre la corruption? La question a ouvert ce jeudi le panel de haut niveau de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anticorruption. Nous sommes passés de 136e sur 180 pays évalués en 2013 à 69e sur 180 en 2024. Notre ambition, c'est pourquoi pas d'être parmi les 10 meilleurs au niveau mondial. Et c'est pour cela que l'ensemble de ces initiatives, que nous avons notamment la mise en place de cette académie pour agir sur la formation, l'éducation et un changement de culture d'entreprise, culture d'administration, un renforcement de l'éthique et de la probité peut nous permettre de contrôler la corruption, de réduire de façon significative la corruption. Protection des lanceurs d'alerte, transparence dans la gestion des marchés publics via la digitalisation. Un travail ardu qui appelle au changement de mentalité, notamment au sein de l'administration publique. Pourquoi un doyen de faculté se donnerait tant de peine à organiser l'année académique dans les délais et la qualité appropriés? Il a le même salaire que les autres doyens. Un responsable de gestion ne céderait pas à la tentation de la corruption, de la mauvaise gouvernance, s'il n'est pas incité à bien faire. C'est bien, c'est même nécessaire que les structures de bonne gouvernance soient mises en place. Des mesures qui doivent prendre appui sur l'homme. Il nous faut aboutir à un engagement national. Un engagement généralisé de tous. Le président de la République est plus que motivé. L'ensemble du gouvernement y travaille chaque jour. Mais qu'en est-il de nos concitoyens? Pour corrompre, il faut être deux au moins. Les efforts que nous faisons dans l'administration publique nous permettront de gagner ce pari, de relever ce pari, si et seulement si le citoyen nous accompagne et fait confiance à son administration. On ne paie pas pour entrer à la fonction publique. La tribune est belle. Et donc, quand on est un animateur de recrutement dans la fonction publique, de bout en bout, on ne s'attend à rien en dehors de son salaire à la fin du mois. Le jour où nous y arriverons, alors on aura réussi à combattre la corruption. Les assises de l'Académie de la bonne gouvernance et du leadership anti-corruption prennent fin ce vendredi. Les événements s'enchaînent et le prochain qu'on évoque s'est tenu à Abidjan. Il s'agit du Forum des opportunités d'investissement et de partenariat présidé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Il s'est ouvert ce jeudi 24 avril au Sofitel Hôtel Ivoire. Le forum gravitera autour des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire, occasion pour les autorités d'exposer les piliers de la stratégie économique du président Alassane Ouattara, articulé autour d'une vision ambitieuse, d'un plan national de développement structuré et d'une volonté d'affirmer, de bâtir des partenariats gagnant-gagnant. Dans nos prochaines éditions, vous aurez droit au reportage de Marie-Chantal Akandan et Ulrich Adongon.
Il a à peine eu le temps de cligner des yeux qu'il devait enchaîner avec une autre activité. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a également procédé ce jeudi à l'ouverture officielle du premier salon de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, autrement dit CELAB Fisheries Expo 2025, toujours au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Ce rendez-vous s'inscrit dans la dynamique de transformation durable du secteur halieutique africain. Le salon met l'accent sur l'économie bleue et la coopération Sud-Sud, les solutions, innovations pour un avenir plus résilient également. Marie-Chantal Akandan et Hilary Chadongan. Abidjan accueille le salon de la pêche et de l'aquaculture, CELAB Fisheries Expo 2025, une première en Côte d'Ivoire. Cet événement d'envergure internationale rassemble les pays membres de la COMAFAT, conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, autour d'un enjeu commun, la valorisation durable des ressources halieutiques. Le thème central de cette édition inaugurale, développement durable de la pêche et de l'aquaculture, quelle politique et stratégie, souligne l'urgence d'une approche holistique et concertée face aux défis de la conservation, de la gestion responsable des ressources et de la sécurité alimentaire. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, partenaire stratégique du salon, réaffirme son engagement aux côtés des États africains. Ces partenariats vise également à promouvoir et faciliter le partage d'expériences avec d'autres nations dans des domaines agricoles, de la pêche et de l'agriculture. La FAO salue le fort engagement de la Côte d'Ivoire pour le développement de l'aquaculture. L'Égypte, pays invité d'honneur, et la Thaïlande, invité spécial, marquent de leur empreinte cette première édition. CELAB Fisheries Expo 2025 ambitionne de repenser les filières halieutiques. Objectif, impulser une nouvelle dynamique. La Côte d'Ivoire bénéficie d'un potentiel considérable, son patrimoine halieutique riche, sa jeunesse entreprenante et une vision stratégique formulée dans le cadre de sa politique nationale de développement de pêche et de l'aquaculture, promouvoir l'économie bleue et attirer les investissements structurants, tant nationaux qu'étrangers, dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé inscrit cette initiative dans une stratégie de transformation durable du secteur. La question est de savoir, mais comment bien maîtriser la gestion de la chaîne de valeur pour chacun de ces espaces. Le premier défi, c'est comment protéger nos espaces maritimes par un contrôle régulier. Actuellement, nous sommes aidés par les drones, par les satellites, et on peut être opérationnel pour mettre en déroute tous les squatteurs qui viennent dans nos espaces maritimes par des navettes pour mettre de l'ordre. Temps fort de l'ouverture, la remise officielle des clés de nouvelles navettes de surveillance maritime, un geste symbolique du chef du gouvernement pour renforcer la lutte contre la pêche illicite. On traverse le pont Alassane Ouattara pour rejoindre l'Assemblée nationale au plateau où les parlementaires ont procédé à l'examen et l'adoption de 6 projets de loi. Les travaux en plénière ont connu une suspension à la suite d'une déclaration du groupe parlementaire PDCI-RDA. La reprise des travaux avec le groupe parlementaire RHDP a vu l'adoption à l'unanimité des 10 projets de loi. Cette plénière a été marquée par l'appel du président de l'Assemblée nationale à la cohésion et à la solidarité entre les parlementaires, gage d'une institution forte et dynamique. Le point avec Souleymane Donisongou. En tout premier lieu de cette séance plénière, le président du groupe parlementaire PDCI-RDA a émis un préalable relatif à la décision portant radiation de la liste électorale, le président Tidjane Thiam. Monsieur le Président, vous comprenez bien que devant cette situation, le PDCI-RDA est en droit de s'interroger. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, de manière solidaire, le groupe parlementaire PDCI-RDA a décidé de ne pas participer à ces travaux. Devant cette décision, Adama Bictogo n'y voit aucun inconvénient. Depuis mon élection le 22 juin, ça a été un objectif de créer une famille parlementaire. Elle n'est pas antinomique
à la pluralité de pensée. Nous avons toujours fonctionné sur la base de ce qui a renforcé la cohésion de l'Assemblée, le principe de la concertation. Elle n'est pas nouvelle. Du prétexte d'une décision judiciaire pour sortir, c'est leur droit. Je voudrais que nous continuions de garder ce sens de la fraternité, de la cohésion, parce que notre pays en a besoin et nos populations en ont besoin. Après quelques quarts d'heure, une reprise des travaux en plénière a permis de passer au crible les 6 projets de loi, notamment le projet de loi portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément. L'adoption à l'unanimité de ce projet de loi émis par la Commission des affaires économiques et financières indique qu'avec l'aide des forces de l'ordre, plusieurs saisies ont été réalisées en ce qui concerne la noix brute des cajous, ainsi que dans le domaine de l'EVA où la transformation locale est fortement encouragée. On parle à présent coopération militaire. Le commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique a été reçu en début d'après-midi à l'état-major des armées par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Le général l'anglais Michael a évalué la situation sécuritaire dans la région, mais aussi la dynamique de la coopération militaire entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire avec le ministre d'État, Souleymane Donisongou. On poursuit avec cette rencontre qui a eu lieu juste avant celle avec le ministre d'État. C'est l'exercice Flint Flock à travers lequel le commandement des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique, l'Africom, partage leur savoir-faire en matière de lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité. Cela fait 4 éditions que la Côte d'Ivoire accueille ce renforcement de capacité des forces de défense et de sécurité. Pour le Flint Flock 2025, ce sont plus de 500 personnels issus de 38 pays qui vont travailler ensemble 3 semaines durant afin d'améliorer leur opérationnalité. La nouvelle base des forces spéciales située à proximité de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme Jacquesville vient d'abriter l'entame de cette opération militaire internationale. Walter Amadou Ouattara, Richard Vao. 11 heures passées de 5 minutes à Jacquesville ce jeudi 24 avril 2025. Il est signalé une prise d'otage d'un officiel et sa délégation dans un bâtiment de service public. Un détachement des forces de défense et de sécurité se déploie sur les lieux afin de procéder à la neutralisation des terroristes et repartir avec les otages sains et saufs. Ce qui est fait avec professionnalisme et les bandits sont mis hors d'état de nuire. Tenez-vous bien, en réalité, c'est un exercice conjoint forces spéciales ivoiriennes et forces spéciales britanniques. Il marque l'entame de l'édition 2025 du Flintlock, une initiative américaine qui vise le renforcement des capacités des forces spéciales issues d'une quarantaine de pays engagés dans la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité. Les opérations spéciales incarnent le carrefour entre les plans, l'action de notre lutte contre le terrorisme, contre les réseaux illicites. C'est ainsi qu'on arrivera à prendre un avantage qui est décisif. Pays partenaires, votre présence aujourd'hui est une preuve évidente de notre volonté commune de rechercher la paix et la sécurité. Le chef d'état-major général des armées se réjouit du choix de la Côte d'Ivoire pour cet exercice. C'est pourquoi je tiens à exprimer au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement constant en faveur d'une Afrique de l'Ouest plus stable et plus sûre. Je salue tout particulièrement le commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique, à l'initiative de l'exercice Flintlock, dont l'appui permanent contribue au renforcement des capacités des forces, tant ivoiriennes que celles des nations partenaires. Cette année est marquée par le 20e anniversaire de l'exercice Flintlock. Il mobilise 500 personnels de forces spéciales de plusieurs nationalités.
Il est désormais possible d'avoir sa carte nationale d'identité en version numérique. Cette nouvelle version de la CNI répond à un double besoin, simplifier les démarches et limiter les pertes ou falsifications des cartes physiques. Ce mercredi, l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI a procédé au lancement officiel de cette innovation qui marque un tournant dans la gestion de l'identité en Côte d'Ivoire. C'était en présence de Sidonie Davila. C'est avec un sourire de satisfaction que cette jeune dame vient d'activer sa carte nationale d'identité digitalisée via l'application MyONESI Plus. Un simple clic, quelques étapes rapides et le tour est joué. C'est effectivement la digitalisation du titre d'identité, que vous ayez votre carte nationale d'identité, que vous ayez votre carte de résident ou tous les titres émis par l'ONESI. Nous avons finalement pu digitaliser tous les titres et leur permettre d'avoir accès à beaucoup plus de services. Avec cette innovation, l'ONESI entend inscrire l'identité nationale dans l'ère du numérique. Je trouve que c'est très bien. On n'est pas obligé d'avoir la CNI physique sur nous et on s'inscrit en tout cas à l'ère moderne où on peut avoir nos documents partout avec nous. Ce mercredi, l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI, a présenté officiellement cette innovation majeure, la digitalisation de la carte nationale d'identité. Une avancée technologique pensée pour faciliter la vie des citoyens. Si vous téléchargez MyONESI Plus et que vous avez perdu votre carte, nous la renouvelons beaucoup plus facilement. Vous l'avez déjà digitalisée et donc les services vont encore plus vite. À l'occasion de ce lancement, l'ONESI a reçu un bus offert par un partenaire engagé dans la transformation digitale et la proximité citoyenne. Dans le secteur de l'éducation, il y a eu ce mercredi rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et les fondateurs d'établissements scolaires privés à la direction des examens et concours d'éco à Abidjan Plateau. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue qu'elle a initié dès sa prise de fonction. Plusieurs sujets abordés, entre autres les frais d'écolage, la bonne gouvernance et le contrôle biométrique des élèves dans le privé. C'est ce que nous dit Sephora Zegui. Dans les locaux de la direction des examens et concours d'éco, une rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et les fêtières des fondateurs d'établissements scolaires privés laïcs de Côte d'Ivoire. Au centre des échanges, faire le point sur les engagements financiers de l'État et renforcer la transparence dans la gestion de ces établissements privés. Nous sommes heureux de ce qu'elle s'implique personnellement dans le règlement de paiement des frais de scolarité de 2023 à 2024. Nous avons formé des enfants et notre objectif c'est de les évaluer. Seulement pour les évaluer, il faut que les enseignants, le personnel du privé aient de l'argent. Autre point fort de la rencontre, le renforcement du contrôle biométrique des élèves orientés dans le privé. Une évaluation du dispositif sera lancée pour plus de fiabilité et de transparence. La réunion a été une très bonne réunion dans la mesure où la principale préoccupation, c'était le retard de paiement des frais de scolarité. Et je les ai rassurés que tous les engagements ont été faits. Donc le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a joué sa part. Pour 2023-2024, tout a été fait à 100%. Nous sommes en 2024-2025. Les engagements ont été faits également. Il y a un gap de 92 milliards et l'État est en train de regarder afin que ce gap-là soit également payé. Et je pense que nous nous sommes compris. Voilà. Donc, en gros, les dossiers qui sont arrivés à notre niveau ont été traités, ont été transmis et sont en cours de paiement. Nous avons maintenant un système de contrôle biométrique. Et je crois que certains n'apprécient pas, mais c'est le prix à payer pour amoindrir les frais de coulage chez l'État les frais de coulage chez l'État de Côte d'Ivoire. Enfin, la ministre appelle les fondateurs à garantir un climat apaisé dans les établissements scolaires à l'approche des examens nationaux. Une rencontre jugée fructueuse par toutes les parties prenantes qui marque une nouvelle étape dans le partenariat État-secteur privé pour une éducation de qualité en Côte d'Ivoire.
Le Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville accueille du 24 au 26 avril prochain l'édition 2025 du Salon international des inventions d'Abidjan. Cette 7e édition vise à faire des inventions un pilier du développement de la Côte d'Ivoire. Juliette Ouéa et Ami Sangaré. Une centaine d'inventeurs ivoiriens et ouest-africains réunis pour faire connaître leurs inventions et démontrer leurs talents. L'occasion, c'est la 7e édition du Salon international des inventions d'Abidjan. Ils sont dans l'agroalimentaire, les sports cérébraux ou la médecine par les plantes. Tous ensemble demandent davantage de soutien pour leurs activités. Ma base, c'est le cacao. La sorte de cacao, ça se consomme avec tout. De la tiquée et le foutou. Les bienfaits sont énormes. Il y a de l'antioxydant. Pour que tout le monde puisse le consommer, il y a le prix de 2000 et de 1000 francs. Je présente les jeux intellectuels, les ludos modernes que j'ai innovés. Je ne veux pas que les élèves utilisent la calculatrice. La meilleure calculatrice, c'est la tête. Je présente deux produits pour l'hypertrophie bénigne de la prostate et l'hépatite virale B. On est dans les plantes médicinales. Nos remèdes, c'est à base de plantes. Il y a quelques plantes que je peux te citer. Par exemple, Moringa citrifolia. Ça soigne l'hépatite B. La Côte d'Ivoire encourage les innovations et inventions. Le pays veut ainsi faire progresser son économie. Dans un État, il faut qu'il y ait des inventeurs, il faut qu'il y ait des inventions. Il faut que l'État vive de son génie. La Chambre nationale de métiers est toujours prête à accompagner cette initiative qui cadre dans sa mission de promouvoir et de valoriser le secteur de l'artisanat. Inventeurs contre vents et marées, c'est le thème retenu pour l'édition 2025 du Salon international des inventions d'Abidjan. On prend la direction de l'Amérique où les réunions de printemps du Fonds monétaire international FMI et du groupe de la Banque mondiale se tiennent à Washington du 21 au 26 avril 2025. Les États membres réunis au sein du groupe Afrique 2 se sont par ailleurs rencontrés. La ministre de l'économie et du plan et du développement qui dirigeait cette organisation en 2024 cède la présidence tournante. Les ministres Niale Kaba et Adama Coulibaly participent également à plusieurs autres rencontres de haut niveau, notamment avec la Société financière internationale en vue de dynamiser le partenariat public-privé. Depuis Washington, Serge Coléa. La ministre de l'économie, du plan et du développement passe la main à son homologue djiboutien, Ilyas Moussa Dawali, à la tête du groupe Afrique 2. La Côte d'Ivoire, de l'avis des États membres, a assuré la présidence tournante en 2024 avec un engagement fort autour des priorités communes. C'est un grand honneur de présider juste après la Côte d'Ivoire et de ma sœur, Madame Kaba, qui a été très brillante tout au long de l'année dernière et qui a quand même marqué sa présidence par le succès du AIDA 21 qui est aujourd'hui reconstitué avec un record et surtout donc de continuer à servir et à être le porte-voix de notre groupe parce que les défis sont nombreux. Il faut poursuivre le dialogue à la fois entre nous mais également donc avec les instances de la banque pour accompagner de façon efficace nos pays dans ces moments qui ne sont pas des moments faciles. À Washington, la délégation ivoirienne continue ses rencontres avec les partenaires au développement. En témoignent ses échanges avec Maktar Diop, directeur général de la SFI. Sur la période à venir, donc 2026-2030, nous sommes en train de bâtir une stratégie pour laquelle on veut faire encore davantage de place au secteur privé. Et en ce sens, nous avons énormément d'attentes vis-à-vis de votre institution. Ces dernières années, on a vu une intervention beaucoup plus forte dans le secteur de l'habitat. Et le secteur de l'habitat, c'est un secteur essentiel. Donc il y a lieu vraiment de renforcer, de développer et d'accompagner davantage ce secteur pour qu'on puisse mettre la population dans de meilleures conditions en termes d'habitat. C'est en cela la question du partenariat public-privé PPP devra faire l'objet d'une attention beaucoup plus accrue. Et on peut dire aujourd'hui que notre économie, en tout cas en Côte d'Ivoire,
est parmi les plus compétitives. La Société financière internationale est la filiale de la Banque mondiale chargée du financement du secteur privé dans les pays en voie de développement. Les ministres ivoiriens ont fait un tour d'horizon des relations de partenariat public-privé avec un accent particulier dans les domaines de l'énergie solaire, de la santé, de l'agriculture et du logement social. Maktar Diop a remercié les autorités ivoiriennes qui reçoivent la SFI dans le cadre du CEO Forum, événement phare du secteur privé prévu en mai à Abidjan. Restons sur les bords de la lagune Hatchan. Ce jeudi s'est tenu au siège du RHDP à la rue Lépic un point de presse animé par Kobenan Kwasi Adjoumani, le porte-parole principal du Rassemblement des oufouettistes pour la paix, la démocratie et la paix. Il s'est exprimé sur la décision de justice relative à la radiation de la liste électorale du président du PDCI RDA, Tidiane Thiam. Le compte-rendu de Carmel Dia et Kiniboa. À 6 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, les partis politiques multiplient les communications. Au niveau du RHDP, le porte-parole Kobenan Kwasi Adjoumani a clarifié la position de son parti sur la radiation du président du PDCI RDA de la liste électorale. Le code de la nationalité ivoirienne, et plus spécifiquement l'article 48, sont-ils une invention du RHDP et du président Alassane Ouattara? D'autant plus qu'à cette date, le RHDP n'existait pas encore. Est-ce le RHDP et son président qui ont saisi le juge dans le cadre du contentieux électoral pour obtenir la radiation de M. Thiam de cette liste? La réponse est encore non. La CEI n'avait pas à statuer sur la validité des documents produits. Cela reste du ressort de la justice, qui a été saisie et qui a fait son travail. D'où vient-il qu'on accuse le RHDP d'être à l'origine des déboires judiciaires de M. Thiam? Il est lui-même auteur et victime de ses propres turpitudes. Plus loin, Kobenan Kwasi Adjoumani a invité tous les acteurs politiques à la responsabilité en période électorale. Le président de la République est le garant de la Constitution. Cette Constitution consacre la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. L'état de droit que nous voulons bâtir commence par le respect de la légalité. Le temps des compromis et des petits arrangements politiques est révolu dès lors que toutes les institutions de la République fonctionnent normalement. Pour rappel, c'est le 22 avril dernier que la justice ivoirienne a ordonné la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale. Ce jeudi matin, le palais de justice a été placé sous haute surveillance. Une déviation est instaurée pour fluidifier la circulation encadrée par la police nationale. Valérie Apo, cadre du bureau politique du PDCI, conteste l'élection de Tidiane Thiam à la tête du parti. Selon elle, le processus ayant conduit à son investiture serait entaché d'irrégularités. L'audience initialement prévue ce jour a finalement été reportée au 8 mai prochain. Un verdict qui pourrait peser lourd sur l'unité du PDCI à quelques mois de la présidentielle. En attendant, les militants se sont retrouvés à la permanence du parti pour témoigner leur soutien à leur président Tidiane Thiam. Au chapitre religion, le Hajj 2025 se prépare activement. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny s'attelle à offrir aux pèlerins toutes les commodités pour accomplir ce 5e pilier de l'islam. Justement, un compartiment du terminal 2 de l'aéroport leur est désormais consacré. À moins d'un mois des départs, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Diomandé Vagando, s'est rendu sur place pour s'assurer des installations et dispositions prises. Ismaël Evra-Adeo, Abou Sanogo et Zakaria Traoré. Le terminal 2 de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué, désormais doté d'une aile dédiée aux pèlerins du Hajj. On y trouve une salle d'accueil, une salle d'enregistrement, une salle pour les ablutions et les prières. Ces dispositifs et dispositions sont visités par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Vagando Diomandé est venu s'imprégner des travaux effectués avant les premiers départs au pèlerinage en terre sainte de l'islam. Vous avez vu des équipements ultramodernes qui sont en cours d'installation et qui seront faits prêts
pour le premier vol. Il s'agit pour nous de traiter 17 vols sur une dizaine de jours, en aller comme en retour. Tout est prévu pour que le parcours du pèlerin qui doit commencer en territoire ivoirien et s'achever en territoire d'Arabie Saoudite se passe dans les meilleures conditions possibles. Les premiers départs au Hajj 2025 sont prévus à partir du samedi 17 mai. Environ 10 000 pèlerins sont attendus, dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 pour les opérateurs privés. Dans l'actualité hors de nos frontières, au sujet du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, Emmanuel Macron veut voir la France en facilitateur pour la paix. Le président français a réitéré qu'il ne peut y avoir qu'une solution politique à cette crise dans laquelle la France espère se poser en facilitateur. Elle a également souligné que la solution humanitaire dans l'Est de la RDC était terrible et que la France, en tant que facilitateur, œuvrerait pour l'unification des efforts dans cette crise. Le président français a précisé que des discussions étaient en cours avec plusieurs dirigeants de la région, notamment le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur désigné par l'Union africaine dans le conflit qui se rendra prochainement au Rwanda après avoir déjà effectué une visite en République démocratique du Congo. Et c'est la fin de ce journal. Merci infiniment d'être resté aussi tard pour le suivre. Je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, demain, 13h.